Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. C'est la première émission de l'année, alors nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année en notre compagnie et surtout de la santé à vous tous. Voici maintenant le contenu de cette édition du 15 janvier. La municipalité de Saint-Elzéar sur le point d'acquérir le bâtiment de l'ancienne école, la relève. La 26e édition du Téléradiothon de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. L'édition 2023 du défi Château de neige de l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie, île de la Madeleine. Conférence de presse de la députée de la Gaspésie-les-Îles, Mme Diane Leboutier. Le mois de janvier, mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la municipalité de Saint-Elzéar est sur le point d'acquérir le bâtiment de l'ancienne école La Relève, située sur le territoire de la municipalité. Nous en avons profité pour rencontrer Mme Pâquerette Poirier, la mairesse de la municipalité de Saint-Elzéar. L'école La Relève est fermée, ça fait déjà une dizaine d'années. Nous, ce qu'on veut faire, c'est l'acquérir au niveau de la commission scolaire, centre de service, commission scolaire René Lévesque. Tout est en place, tout est en train de se faire. Il nous reste à finaliser les papiers seulement. Puis le but de ça, c'est pour construire des appartements. Un projet de cette envergure, un projet comme ça, c'est sûr, ça a un gros impact sur le développement de la municipalité comme telle. Oui, c'est certain. Puis ce qu'on s'est aperçu au fil des mois, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes pour des logements à Saint-Elzéar. Et si on réussit à avoir des logements, on va réussir à avoir des gens de plus dans la paroisse et ça va revitaliser justement Saint-Elzéar, ce qui va nous apporter aussi des services de proximité. Donc, c'est une roue qui tourne. On a des gens, on a des services, on a d'autres gens, on a d'autres services. Fait qu'on s'attend que Saint-Elzéar grossisse prochainement. Avez-vous une idée du nombre de résidences qui pourraient être, du nombre de logements qui pourraient se faire ici? Bien, je pense que dans votre coin à Saint-Godefroy, l'école a été justement adaptée en logement. Moi, je crois qu'ici, on pourrait aller chercher au moins une douzaine de logements, facilement, avec la grandeur d'école qu'on a. Là. Y a-t-il déjà des contracteurs qui sont manifestés? Oui. On a déjà des personnes intéressées. Fait que ça, on va en parler prochainement. C'est-tu un projet que ça fait longtemps que vous travaillez dessus? Je vous dirais qu'on travaille là-dessus depuis le mois d'avril. C'est évident que notre projet, à la base, c'était pas ça. À la base, c'était d'apporter l'hôtel de ville dans l'école ici. Parce que où est-ce que est situé l'hôtel de ville, elle n'est pas visible du chemin. Puis elle n'est pas adaptée non plus pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Tandis qu'ici, on a une rampe pour ces personnes-là. Le premier étage est au niveau du sol, donc c'est plus facile d'accès. Puis pour les 50 ans et plus, moi, je trouvais que c'était important. On avait pensé apporter les organismes et l'hôtel de ville dans cette école ici. Mais ça nécessitait beaucoup de sous. Donc, puis en même temps, on avait beaucoup de demandes aussi pour des appartements. Ce qui fait qu'on a changé notre fusil d'épaule, puis on a dit, on va commencer par apporter des gens à Saint-Elzéar et on verra après pour l'hôtel de ville, qu'est-ce qu'on va faire. On a d'autres projets pour l'hôtel de ville. Fait qu'on va en parler dans un prochain reportage. Puis une autre belle chose qui s'en vient, c'est le centième de la municipalité. Oui, effectivement, en 24, on a le 100e anniversaire de la paroisse. Ça fait qu'on aimerait que ça soit fait pour cette date-là. D'ailleurs, on a beaucoup d'autres projets aussi pour le 100e, puis on a beaucoup de choses qu'on aimerait qu'ils soient faits. Juste avec nos routes, avec le ministère des Transports, on s'attend qu'on va avoir de quoi de plus récent au niveau de notre asphaltage. Y a-t-il d'autres projets qui sont prévus? Oui, des projets, on en a beaucoup. On a le tremplin qu'on veut rénover. On veut refaire un parc en avant de l'église. Il y a le projet de démolition aussi de l'église, ce qui est pas simple. Et nous, on en a vraiment beaucoup d'améliorer le camping pour les fêtes du 100e aussi. Ça fait que on pourra en parler longuement. Pouvez-vous nous parler de la vente de l'auberge du lac?
C'est quoi pourquoi la décision a été prise? Puis c'est dans le but, c'était quoi le but au juste? Bien, faire une petite histoire courte, l'auberge du lac à Alain, c'était, au tout départ, c'était fait par le comité des grottes Saint-Azéar pour accueillir des gens. Et finalement, il y avait aussi une vocation, un relais pour les motoneiges. Et ça a vraiment beaucoup fonctionné dans les années 90, je vous dirais. Puis les familles allaient là aussi, les familles Saint-Azéar, en motoneige. Il y avait de la glissade, il y avait des sentiers, on pouvait faire de la raquette, du ski de fond. Puis ça jouait beaucoup aux cartes aussi. Ça a été comme une période, c'était comme familial beaucoup. C'était comme un petit peu notre centre récréatif, si on veut. Sauf que ça prenait beaucoup de bénévoles. Donc, les bénévoles, on en a manqué un peu. Et ils ont tourné ça en 4 vacances spéléologiques pour les cavernes. Et bon, ça a pas fonctionné. À un moment donné, il y a eu des brunchs, ça s'est arrêté. Fait que là, ça fait quelques années que ça fonctionne pas. Puis, ben, ce qu'on veut, c'est que la bâtisse ait une autre vocation, une deuxième vocation. On ne sait pas c'est quoi. Il y a des gens qui ont des idées, on en a entendu parler. Pour ceux et celles qui souhaitent démarrer une entreprise, l'équipe de développement économique de la MRC de Bonaventure vous offre la possibilité d'assister à un atelier qui saura répondre à vos questions sur le sujet. Les prochains ateliers d'information sur le démarrage d'entreprise auront lieu gratuitement à la salle de conférence de la MRC de Bonaventure les jeudis 9 février et 9 mars prochains. Vous pouvez vous y inscrire en ligne dès maintenant. Le Téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est bien sûr de retour cette année. Nous nous sommes entretenus avec Mme Thérèse Sirois, la directrice générale, pour vous en informer. C'est le 26e Téléradioton, c'est une 26e année. C'est un de vos événements de financement principal. C'est l'événement majeur même. C'est l'événement fort. Sans le Téléradioton, après 26 ans, la ressource serait plus là, c'est certain. C'était long avant qu'on ait du financement récurrent du CI3S, du programme de soutien aux organismes communautaires. Puis, même encore là, en Gaspésie, on reçoit 15 000 récurrents par année. Donc, si le Téléradioton, si la générosité des gens n'était pas avec nous là, depuis 26 ans, on ne serait plus là, c'est certain. C'est quoi l'objectif pour cette année? L'objectif est fixé à 300 000 $. C'est notre objectif depuis, je vous dirais, plusieurs années là, quand même. On est en même temps très réaliste. L'année passée, on a quand même dépassé cet objectif-là. Là. On a terminé à 380 000 $ l'année passée, mais en même temps, on est très réaliste aussi cette année. On sait que l'après-pandémie, le post-pandémie, c'est pas facile pour les gens. La situation économique est pas facile aussi. Donc, on a remis quand même notre objectif à 300 000 $. Là, c'est ce qu'on a besoin pour être capable annuellement de donner les services à nos membres et de continuer à faire notre mission. D'accord. Cette année, il y a encore une belle brochette, on pourrait appeler ça de même, d'artistes, qui est super intéressante. Oui, tout à fait. Toujours Nelson Mainville à la direction artistique. Il nous a déniché un Pierre Flynn qui sera des nôtres cette année, Émile Proux-Cloutier qui sera des nôtres aussi, Patrice Michaud qui revient nous voir là, pour la deuxième fois, elle va être avec nous aussi lors du Téléradioton. Une Marina Arsini qui va venir chanter. Cette femme-là a tous les talents. Elle chante aussi en plus d'être comédienne et animatrice. Et on a Katia Darèche aussi, la fille de Paul Darèche, qui, elle, vit avec un handicap, qui est non-voyante. Puis c'est un peu elle qui nous a inspiré aussi là, notre slogan « Aller plus loin avec le cœur ». Elle a une chanson là, qu'elle va nous faire d'ailleurs durant le Téléradioton. Et tout ça, bien, sous la direction artistique pas artistique, mais musicale de Marianne Arsenault, là, avec notre busy band qui est maison, notre house band maison qui va être des nôtres pour accompagner tout ce beau monde-là. Il y a la chorale gospel de Rimouski qui va être présente aussi là, durant le spectacle. Et on a une prestation vraiment spéciale là, on a pu pré-enregistrer lors de son passage à Rimouski de Francis Cabrel qui nous fait une chanson qui s'appelle « Elle dort », qui parle d'une jeune fille qui est handicapée, mais quand elle dort, elle danse, elle peut tout faire. Quand elle dort, elle rêve. Donc, on se trouve bien privilégié là, d'avoir pu le rencontrer puis qui a accepté là, de nous faire
cette portion-là très spécifique pour notre Téléradioton. Le Téléradioton va être diffusé quand, au juste? Le 22 janvier prochain, de 10h à 20h sur les ondes des télécommunautaires, tout dépendamment là, je pense que j'aimerais que les gens puissent prendre le temps d'aller voir aussi là, la programmation de chacune des télévisions communautaires de l'ensemble du territoire. Là. Il va y avoir des heures qui vont changer pour certains territoires, mais durant la journée, entre 10h et 20h, là, les gens vont être capables de capter, de regarder le Téléradioton. Puis en plus, il reste comme une couple de jours là, disponible si les gens veulent le regarder sur le site Internet. Exactement. Puis les gens pourront faire leurs dons à partir de ce moment-là. Il y a eu de la sollicitation qui s'est faite, de la sollicitation postale qui s'est faite avant l'événement. On poursuit encore toute la semaine jusqu'au 22 janvier. Puis durant le Téléradioton, les gens auront les numéros de téléphone à l'écran, bien sûr, pour nous contacter puis faire leurs dons. Puis ce qui est important aussi de dire peut-être à la population en général, à part leur dire un grand merci d'être toujours là, d'être là avec nous, nous soutenir, mais les dons qui sont ramassés dans chacun des secteurs sont retournés aux personnes handicapées de ce secteur-là. Fait que c'est pour la ressource, là, c'est très important que les gens saisissent bien. On connaît tous des personnes handicapées dans nos coins, chacun dans nos coins. Ben, si on donne à la ressource, on vient en aide aux gens qu'on connaît aussi. Puis là, un tel événement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, autant les bénévoles, il y a des partenaires majeurs aussi. Pouvez-vous nous en parler un petit peu des partenaires? Oui, tout à fait. On a notre partenaire majeur qui est Megasan, qui est là depuis les tout débuts avec nous dans cette belle aventure-là là, au niveau de la sonorisation, de l'éclairage et tout ça. On a Desjardins pour une deuxième année consécutive là, qui nous apporte un apport financier quand même important là, pour cette 26e édition. Ensuite, il y a bien sûr toutes les télévisions communautaires sur tout le territoire de la ressource qui embarquent avec nous lors de cette journée-là. On aurait beau faire le meilleur des spectacles là, avec les plus grands artistes du monde. Si les gens ne le voient pas, l'événement, ben on ferait ça pour rien. Fait que tout ce que les médias, que ce soit au niveau des télévisions communautaires, les radios, les journaux écrits, il y a vraiment un beau soutien là, de tout ce beau monde-là là, durant la semaine puis la journée du Téléradioton de la ressource. Fait que c'est très apprécié. Mais c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Oui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, certain. Puis j'aimerais en profiter pour dire un grand merci à tous nos valeureux bénévoles, aux employés, aux gens qui s'impliquent aussi sur le conseil d'administration de la ressource. On a des gens qui sont en Gaspésie, qui font partie du conseil d'administration aussi. Donc, tous ces gens-là, c'est ce qui fait la force puis le fait qu'on est encore là. Si tout seul, on a beau vouloir se battre contre des moulins à vent, on n'y arrive pas, mais en équipe, puis avec l'ensemble des bénévoles puis de la population, on arrive à faire de beaux succès. Puis en plus, les gens, ils peuvent, là c'est sûr que c'est le Téléradioton, mais les gens, ils peuvent continuer quand même à faire des dons à l'année, là. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis j'invite d'ailleurs les gens à aller visiter notre site Internet à laressource.tv, www.laressource.tv. Ils vont voir, il y a vraiment un endroit, une façon sécurisée de pouvoir faire des dons directement à partir de notre site sans problème. Puis les gens peuvent consulter également notre site sur tous nos services sont bien expliqués, ce qui va les inviter, le Téléradioton et tout ça. Et là aussi, on a des belles capsules, des témoignages de gens qu'on a aidés aussi. Fait que je pense que ça peut bien informer les gens aussi là, qui ont besoin de renseignements. L'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine lance officiellement l'édition 2023 du défi Château de neige. Julie Cyr, conseillère en loisirs pour l'URLS, nous en parle. Vous venez de lancer le défi Château de neige. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? En gros, le défi, c'est un défi à l'échelle provinciale. Donc, on invite toutes les familles, les groupes d'amis à construire un château de neige pour participer au défi. Le but ultime, c'est de faire sortir les gens, que les gens s'amusent l'hiver, qu'ils se rassemblent en famille et en amis pour construire un beau château. Puis, suite à ça, ils s'inscrivent puis ils auront la chance de gagner plein de beaux prix. Là, c'est vraiment pour tout, c'est pour tous les âges. Oui, on invite vraiment toutes les familles, les amis, les adultes. Les gens peuvent se rassembler soit en famille. On a aussi une catégorie milieu de garde, donc tout ce qui est milieu de garde familial ou CPE. On invite les groupes à se rassembler, à construire un beau château. Puis on a aussi une troisième catégorie qui sont les écoles, donc une classe. On invite les classes à sortir dehors puis s'amuser. Puis là, les gens, ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire, puis comment ils peuvent s'inscrire?
Oui, le concours, ça a commencé hier, le 9 janvier, puis ça se poursuit jusqu'au 13 mars. Donc, entre ces dates-là, on va sur le site web châteaudeneige.ca. On inscrit notre château, on met notre nom, notre adresse, ainsi qu'une photo de notre château. C'est simple comme ça. Puis il y a des prix qui sont reliés à ça aussi. Oui, nous, dans le fond, on va avoir différents prix par catégorie. Donc, on a 9 beaux prix pour les familles, que ce soit des certificats cadeaux. On a également du matériel sportif qu'on va distribuer. Il y a aussi 2 prix pour les écoles et 2 prix pour les milieux de garde. Comment ça a commencé, le défi Château de neige? Le défi Château de neige, c'est intéressant. Ça a émergé dans la baie James en 2011. Donc, ça a parti d'une initiative très locale au début. Puis, au fil des ans, ça a pris de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui, depuis 2019, dans le fond, que le réseau des URLS, donc tous les URLS de partout au Québec, ont repris le flambeau puis font la promotion de ce beau défi-là. Y a-t-il beaucoup de participants à toutes les années jusqu'à là? Alors, le chiffre que j'ai, c'est environ 8000 châteaux qui ont été faits dans les 3 dernières années, là, depuis que les URLS ont repris le flambeau de ce concours-là. Environ 8000, on peut dire plus de 8000. Là, c'est la sécurité avant tout. C'est sûr qu'il y a comme des petites choses à respecter. Oui, bien, c'est certain qu'on invite les gens à être prudents. Dans le fond, tout ce qui est château avec des toits, on essaie d'éviter. Puis tout ce qui est glissade en direction d'un chemin également pour éviter les accidents, là. Donc, idéalement, un beau château avec des beaux murs. On peut faire preuve de créativité, jouer dans les formes, dans les textures. On peut aussi ajouter de la couleur, des branches, des roches, du matériel naturel. On invite les gens à faire preuve de créativité. Donc, on invite tous les Gaspésiens et les Gaspésiennes ainsi que les Madelinots à sortir dehors entre amis, entre familles, à jouer, à bouger cet hiver. Le 10 janvier dernier, les médias furent invités par la députée de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Leboutillier, à prendre part à une conférence de presse. Voici quelques sujets abordés lors de la période de questions. Je pense qu'il y a toujours une question d'équilibre. C'est entre les gens qui ont l'expérience, et là je parle des pêcheurs qui ont l'expérience de la mer et les scientifiques. Mais je dois vous dire que pour moi, force est de constater qu'effectivement, ce que les experts nous disaient concernant puis on le voit au niveau du maquereau, puis on l'a vu au niveau du hareng aussi, là, que les stocks sont vraiment là en diminution. Puis les mesures qui sont prises, oui, ça dérange. Ça dérange les gens du secteur des pêches. Mais quand on regarde les mesures qui ont été prises au niveau de la protection de la baleine noire, ben ce qu'on peut constater actuellement, c'est que les mesures ça porte fruit. Mais est-ce que c'est dérangeant? Oui, c'est dérangeant. Mais on doit, là, puis je pense qu'on a tous intérêt, puis autant les gens là, du secteur des pêches, les pêcheurs, on a tous un intérêt, à protéger les espèces, puis on le fait aussi on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les générations futures. Puis quand puis ça peut peut-être me ramener un petit peu là à la COP 15 qui a eu lieu à Montréal, où on a parlé de l'importance d'avoir des protections aussi pour des aires marines, des secteurs marins. Puis on sait là qu'il y a un dossier qui est important autour des îles de la Madeleine. Mais on va devoir travailler là, de concert et avec les pêcheurs et avec la communauté pour justement là, protéger notre environnement. Au niveau du programme d'assurance-emploi, le programme n'a pas évolué aussi vite là, que le marché du travail qui, lui, là, est en pleine mutation. Et on a une partie de notre population qui est surtout nos travailleurs saisonniers qui actuellement sont impactés là, par le fait que le milieu du travail a pris là, il y a eu de l'amélioration là, au niveau de l'emploi là, et dans la région, mais partout ici à travers le Canada. J'ai d'ailleurs rencontré les gens du mouvement Action Chômage avant les fêtes. Et
la ministre Quattro s'est engagée à déposer un projet de réforme d'assurance-emploi en 2023 qui va, puis on le sait, la réforme de l'assurance-emploi, le dernier projet de loi date des années 70. On parle de 50 ans passés. Il y a eu des consultations qui se sont faites cet été avec la ministre, avec les mouvements, le MAS, les mouvements Action Chômage, avec les syndicats, les conseils du patronat, les chambres de commerce. Et c'est un dossier qui avance lentement, mais on doit travailler, absolument doit se travailler avec les partenaires. Donc, moi, j'ai bien hâte que le projet de loi soit déposé et la ministre, là, Quattro, s'est engagée à le faire là, en 2023. Au niveau du tout ce qui touche le secteur des pêches, et ça, on le sait, là, les débuts de saison de pêche, les dates de fermeture, c'est géré par le gouvernement fédéral. Donc, on a une particularité dans notre milieu qui est au niveau du travail saisonnier. Et les discussions, là, je peux vous dire que les discussions, là, se font pour qu'on tienne compte des particularités du milieu, mais en même temps, on doit aussi aider parce qu'on le voit au niveau des entreprises. On vit encore avec des pénuries de main-d'œuvre. C'est puis dans tous les secteurs, là. C'est autant pour des gens qualifiés que pour des gens qui n'ont pas de qualification. Mais ce que je veux regarder aussi, c'est on a besoin d'avoir cette réforme-là parce qu'actuellement, on a des gens qui vont aller travailler, qui vont partir parce qu'ils ont fini dans un emploi, s'en vont dans un autre emploi. Quand ils veulent revenir au premier emploi, ils se vont dire, ben écoutez, vous avez quitté votre emploi et là, ils sont pénalisés. Ça fait que c'est tout ce travail-là aussi qui doit se faire là, de concert là, au niveau des lois pour ne pas pénaliser les gens. Mais comme j'ai dit, moi, on a aussi des bonnes nouvelles en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, quand on parle là, du marché d'emploi là, qui s'est développé. Au niveau du fédéral, au niveau du ministère des Transports, c'est qu'on va vraiment s'assurer là, de la sécurité. C'est la première, la sécurité des passagers au niveau aérien. Ce qu'on a fait au niveau du gouvernement fédéral, c'est qu'on a investi dans les aéroports. On a investi au niveau des pistes, on a investi au niveau des aérogares aussi. Puis, je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis, le ministre Agabra, d'ailleurs, va témoigner là, au comité au niveau des transports parce que ce qui s'est passé aussi durant la période des fêtes, que des gens essaient de contacter les compagnies aériennes, puis autant au niveau du rail, puis ne réussissent pas à avoir de réponse. Ça, c'est inconcevable. Donc, et on doit travailler aussi à s'améliorer parce qu'on doit s'améliorer, mais on va le faire en respectant là, chacun des champs de compétences, autant là, au niveau puis on se doit de respecter les champs de compétences des provinces. On travaille fort pour ramener le rail jusqu'à Port-Daniel, à la cimenterie. Puis moi, l'objectif, c'est les contacts après, lorsqu'on va avoir le rail, au moins pour ce qui est de marchandises, le travail va se poursuivre avec Via Rail. Puis mon objectif, c'est de ramener le train passager au moins jusqu'à New Carlisle. Le mois de janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Voici un court vidéo avec Mme Anne-Élisabeth Bossé, la porte-parole de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, et Mme le Dr Sylvie Belleville, leur ambassadrice scientifique. Docteur Belleville, c'est important, la mémoire, les souvenirs, ça fait partie de nous, on le sait. Moi, j'ai apporté un petit toutou que ma grand-mère a cousu elle-même. Mon frère en avait un pareil, je l'ai depuis que j'ai l'âge de 1 an. Donc, ça fait 37 ans que je traîne ce petit souvenir. Oui, c'est important la mémoire et on sait qu'il y a des maladies qui l'affectent, comme la maladie d'Alzheimer. On connaît tous quelqu'un qui est atteint de la maladie. Moi, c'est mon père. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir la maladie?
Aujourd'hui, on ne peut pas guérir la maladie, mais on sait qu'il y a des facteurs de risque modifiables. Si on change certaines habitudes, on améliore la santé de son cerveau et on diminue les risques de troubles neurocognitifs. Il existe plusieurs facteurs sur lesquels on peut agir. Son alimentation, son niveau d'activité physique, mais aussi s'occuper de sa santé cardiaque, de son diabète, entretenir son réseau social. Et aujourd'hui, j'ai envie d'insister sur l'importance de rester cognitivement actif. Mais ça mange quoi en hiver, des activités cognitives? Moi, apprendre mes textes, est-ce que ça marche? Oui, il faut continuer d'apprendre, mais aussi sortir de sa zone de confort. Il faut diversifier ses activités, écrire un livre de recettes, faire du bénévolat, s'impliquer en politique, stimuler sa créativité, peinture, musique, danse. C'est important de faire des activités pas juste seul, mais en groupe aussi, qui permettent de travailler son réseau social. Et on n'attend pas d'avoir 60 ans pour agir. Et pour les personnes qui ont reçu un diagnostic, est-ce qu'il est trop tard? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Il n'est pas trop tard. Il faut continuer, maintenir des activités pour ralentir les symptômes, mais aussi pour maintenir une belle qualité de vie, mais à la hauteur de leur capacité. Écouter de la musique, par exemple, danser, chanter. Bien, je vous remercie, Dr. Belleville, pour tous ces bons conseils. Et voici votre chronique Rendez-vous. Le Club Optimiste de Saint-Godefroy vous invite à un souper et une soirée barbue salé le 21 janvier à 18 h. Au menu, jus de tomate, assiette de barbue salé, oreille de Christ, dessert et thé ou café. Apportez votre consommation. Musique et animation avec Chantal Castillo. Contactez Fabien Thériault au 418-752-2812 ou tout autre membre du Club Optimiste pour vos billets. Vous êtes invité à une veillée de danse avec Martin Henry, Guy Bouchard et Laura Sadowski le 21 janvier à 19h30 au Centre communautaire de Saint-Siméon. Le coût d'entrée est de 10 $. Il y aura aussi des ateliers de formation de 13h30 à 14h30, danse gaspésienne, de 15h à 16h, initiation à la gigue avec Francine Renzetti, et de 16h à 17h30, atelier de guitare à l'oreille avec Guy Bouchard. Frais d'inscription de 10 $ par atelier. Pour plus d'informations, 418-534-4545. Le Club de l'Âge d'Or, l'Étoile de la mer de Gascon vous invite à leur après-midi de danse avec la musique de Jannick Collin. Dimanche, le 22 janvier, de 13h30 à 16h30 à la salle multifonctionnelle de Gascon. Apportez vos consommations. Le coût d'entrée est de 7 $. Venez vous amuser avec vos amis. Bienvenue à tous. Soirée dansante sous le thème du country au Club L'Amical de Passepébiac, au 18 2e avenue S à Passepébiac, samedi le 28 janvier à 20h30. Bienvenue à tous. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 15 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!